Lundi 8 novembre, madame, monsieur, bonjour, vous regardez Al24 News à la une de ce 13h. L'Algérie abrite à partir d'aujourd'hui les travaux de la première session de la commission bilatérale frontalière algéro-mauritanienne. Double scrutin capital en Libye qui a du mal à trouver un consensus politique et pacifique depuis le début de la guerre civile. Mali, la CEDEAO impose des sanctions individuelles aux autorités de la transition. Le Mali et la Guinée en ligne de mire. « 45 millions de personnes sont menacées par la faim dans le monde, une situation inquiétante dans 43 pays de la planète. Mais avant de détailler les titres de cette édition, direction le Centre international des conférences Abdellatif Rhala à Alger, où se tient en ce moment la conférence des chefs de mission diplomatique et consulaire algérienne. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé la cérémonie d'ouverture. Nous y reviendrons tout à l'heure pour en parler avec Nabila Houssine qui est sur place. L'Algérie abrite à partir d'aujourd'hui les travaux de la première session de la commission bilatérale frontalière algéro-mauritanienne suite à la signature en avril dernier à Nouakchott du mémorandum d'entente portant sur sa création. Une première session algéro-mauritanienne qui intervient après un long processus de relations historiques et d'exception qui ont connu dernièrement plus de dynamique. C'est un double scrutin capital pour la Libye qui a du mal à trouver un consensus politique et pacifique depuis le début de la guerre civile et de l'opération Harmattan conduite par l'État français et l'OTAN en 2011 qui a conduit à la chute du régime Muammar Kadhafi la même année. Plus de détails avec Tinhinan Makassi. C'est aujourd'hui, lundi 8 novembre, que le processus électoral en vue des élections présidentielles de décembre et les législatives de janvier prochain a été lancé en Libye. Le dépôt des candidatures se poursuivra jusqu'au 22 novembre concernant les présidentielles et jusqu'au 7 décembre pour ce qui est des législatives. La Haute Commission électorale nationale libyenne a mis en place des bureaux à Tripoli dans l'ouest, à Benghazi dans l'est et à Sabha dans le sud du pays pour accueillir les dossiers des candidatures éventuelles pour ces présidentielles. En revanche, les prétendants aux législatives pourront se rendre dans tous les bureaux de la dite commission à travers l'ensemble du territoire libyen. Selon la presse libyenne, 5 aspirants sont déjà en lice pour la course à la présidentielle. Fethi Bechara, ex-ministre de l'Intérieur, Araf El-Nayad, fondateur du parti Ihya Libya, Ibrahim El-Dabashi, l'ex-ambassadeur de la Libye à l'ONU, Fethi Ben Chetouane, membre du parti Projet National, et à la surprise générale, le comique libyen Hatem El-Kou. Les mêmes sources apportent également les précandidatures du général Haftar et de Saif ad-Din Kadhafi. La distribution des cartes d'électeurs se fera dans tous les bureaux de vote jusqu'à la fin de novembre aux 2,88 millions d'électeurs libyens inscrits sur la plateforme de la Haute Commission électorale nationale libyenne. Réunie hier à Accra, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, vient de décider d'une sanction à titre individuel. Le Mali et la Guinée en ligne de mire. La CEDEAO exige des réformes. Les précisions de Mohamed Amin Berkan. La situation au Mali et en Guinée était au menu du sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Réuni à Accra, au Ghana, le sommet s'est consacré à l'examen de l'évolution de la situation politique dans les deux pays. Après l'escalade du 18 août 2020 à Bamako, la CEDEAO avait suspendu le Mali et stoppé les échanges financiers et commerciaux avec ce pays en proie à un cycle de violence terroriste et intercommunautaire. La CEDEAO avait pourtant levé ses sanctions. Le Mali avait promis de procéder aux réformes dans un délai de 18 mois maximum. À l'issue de ce sommet extraordinaire, des sanctions fermes ont été prises. Ces sanctions comprennent l'interdiction de voyager et le gel total des avoirs financiers.
Les membres de familles des personnes concernées sont aussi visés par ces sanctions. Le Mali a officiellement sollicité le président en exercice de la CEDEAO, le Ghanéen Nana Akufo-Addo, pour lui notifier qu'il n'était pas possible que les élections se déroulent à la date prévue des élections, qui, je rappelle, étaient prévues pour le 27 février 2022. Direction l'Éthiopie, où le Premier ministre est au pied du mur. Abiy Ahmed peut-il encore renverser la situation à son avantage? Sa situation n'a jamais été aussi précaire. La guerre a certes commencé il y a un an. Les choses se sont accélérées ces dernières semaines et les pays voisins s'inquiètent des répercussions de la crise. Tinine Al-Makassi et Leïla Gertal. Plusieurs pays ont en effet appelé leurs ressortissants à quitter le pays. Les États-Unis en premier ont ordonné le départ samedi dernier de leur personnel non essentiel de crainte d'une escalade de la crise. Les responsables de la rébellion du Tigré se sont alliés à 8 autres mouvements dissidents éthiopiens, en l'occurrence celui de l'armée de libération Oromo. Ces derniers ont signé donc à Washington un accord dans lequel ils se disent déterminés à prendre la capitale Addis Abeba et renverser le régime du président Ahmed Abiy. Le porte-parole du Front de libération du peuple du Tigré, Getachew Reda, et ses alliés n'ont pas exclu de marcher sur la capitale. Et, même si le gouvernement en place dément toute avancée sur le terrain, il n'a cependant pas hésité à prendre toutes les mesures de sécurité, déclarant mardi dernier l'état d'urgence dans la capitale et appelant la population à s'organiser pour défendre la ville. L'armée éthiopienne a même fait appel à ses réservistes. C'est dire que la situation est très grave en dépit de tous les appels au calme et à la raison de la communauté internationale. L'ONU peine également à faire entendre raison à la rébellion. Les guerres des communiqués vont bon train, alors que sur le terrain, des milliers d'habitants éthiopiens sont sortis sur la place Meskel aujourd'hui, jurant la perte des rebelles. Notre objectif n'est pas Addis Abeba, dira le porte-parole de la rébellion du Tigré, mais le départ du président. Dans le cas contraire, nous prendrons Addis, a-t-il affirmé. Une déclaration hostile, laissant planer sur la capitale éthiopienne le spectre d'une effusion de sang imminente. Les violations de l'occupation israélienne contre les civils palestiniens ne cessent de s'intensifier, comme en attestent les plans de construction de plus de 3000 nouvelles colonies en Cisjordanie occupée. Le quartier de Sheikh Jarrah en Cisjordanie Est occupé est devenu un symbole de résistance. Plusieurs familles sont menacées d'expulsion. Les résidents de ce quartier se mobilisent. Ils refusent la proposition d'un tribunal israélien de payer un loyer aux colons pour éviter toute expulsion pendant 15 ans. Un hashtag Save Sheikh en signe de solidarité avec les habitants du quartier a été lancé dimanche. Il a d'ailleurs envahi les réseaux sociaux. En Iran, des exercices militaires de l'armée iranienne se sont déroulés dans la région du Golfe d'Oman, dans le sud du pays. Des exercices qui interviennent à quelques jours de la reprise des négociations pour la relance de l'accord nucléaire de 2015. Commentaire Iman Merat. À quelques semaines avant la reprise des pourparlers entre Téhéran et les plus grandes puissances mondiales pour la relance de l'accord nucléaire de 2015, prévu le 29 novembre prochain, contre toute attente, l'armée iranienne a procédé ce dimanche au lancement d'un exercice annuel près de l'estuaire du Golfe. Le but de cet exercice militaire sur la côte iranienne dans le Golfe d'Oman est de montrer la puissance militaire du pays et sa volonté d'affronter nos ennemis, a déclaré l'amiral Mahmoud Mousavi, le porte-parole de l'exercice Zolfaqar 1400 à la télévision publique. Selon la télévision nationale iranienne, le dit exercice abrite une zone allant des parties orientales du détroit d'Ormuz aux parties nord de l'océan Indien et à certaines parties de la mer Rouge. Il est à rappeler qu'un cinquième du pétrole consommé dans le monde transite par le détroit d'Ormuz dans le Golfe, un bras de mer stratégique. Rappelons aussi que des affrontements irano-américains dans le Golfe ont déjà débuté en 2018 suite à la sortie de l'ancien président américain Donald Trump de l'accord nucléaire de 2015, qui a procédé à la réimposition de sanctions austères contre l'Iran. La riposte de Téhéran ne s'est pas fait attendre en transgressant les lisières du pacte nucléaire. Les États-Unis avaient exprimé leur volonté d'un éventuel accord avec l'Iran. Les négociations devront reprendre le 29 novembre prochain à Vienne, dans l'espoir que les exercices militaires de ce dimanche
ne compromettent pas l'issue de ces pourparlers. Le président américain Joe Biden a condamné fermement l'attaque terroriste contre le premier ministre irakien Mustafa al-Qasimi, visé par un drone piégé dans sa résidence à Bagdad, dont il en est sorti indemne. Joe Biden, soulagé de voir le premier ministre irakien sain et sauf, a réclamé que les responsables de cette attaque soient jugés. Il a d'ailleurs ordonné l'équipe de sécurité nationale américaine d'apporter l'assistance nécessaire aux forces de sécurité irakiennes pour enquêter sur cette attaque et identifier les auteurs. Retour en Algérie, direction le Centre international des conférences Abdellatif Rhal à Alger, donc où se tient en ce moment la conférence des chefs de mission diplomatique et consulaire algérienne. Je rappelle que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé la cérémonie d'ouverture. Pour en parler en direct avec nous du CIC, notre journaliste Nabila Houssine. Bonjour Nabila. Bonjour Riyad, nous sommes actuellement donc au Palais des Nations où se tient la première rencontre du genre qui regroupe 128 représentants diplomatiques et consulaires ici au Palais des Nations. Cette rencontre a été présidée par le président de la République Abdelmadjid Tebboune qui a été parrainé également par le président de la République Abdelmadjid Tebboune. Une rencontre ou un rendez-vous qui sera donc comme proposé par le premier responsable du pays qui sera renouvelé donc chaque année, qui sera un rendez-vous annuel voire chaque 6 mois. Il s'agit donc de se retrouver pour discuter. Il y a différents ateliers qui seront modérés par différents représentants diplomatiques. Et il s'agit donc de renforcer la stratégie diplomatique de l'Algérie. Le président a précisé ce matin que c'était le bon timing, que c'était le bon moment pour tenir cette rencontre. Il a aussi parlé de 3 aspects importants, la diplomatie politique, la diplomatie économique, mais il a également mis l'accent sur la diaspora, sur le fait de renforcer donc, et d'accompagner la diaspora, donc nos représentants à l'étranger. Abdelmadjid Tebboune a également abordé l'Union africaine et l'importance de renforcer nos relations avec l'Union africaine et principalement le Nigeria et l'Afrique du Sud, car pour lui, nous avons la même vision diplomatique et la même stratégie. Et il a parlé donc de la diplomatie algérienne comme nous la connaissons, donc de la non-ingérence étrangère, de ne pas se mêler des affaires internes des autres pays. Et voilà tout donc pour cette première journée d'ouverture. Il faut savoir également, il faut noter que ce rendez-vous s'étalera sur 3 jours où différents ateliers seront présentés par différents représentants diplomatiques ici présents. Très bien, merci beaucoup Nabila Houssine. Je rappelle que vous étiez en direct du Centre international des conférences Abdellatif Rhal. Aux États-Unis, c'est la fin du travel ban, restrictions sanitaires déclenchées début 2020 en réponse à la pandémie de la Covid-19. Les frontières terrestres et aériennes des États-Unis ont rouvert ce lundi après 20 mois de restrictions. Plus d'une trentaine de pays sont concernés par cette décision, mais l'entrée ne sera pas totalement libre et le vaccin reste obligatoire pour les voyageurs ainsi qu'un test Covid négatif. Une véritable libération pour d'innombrables familles. Nous restons aux États-Unis et cette information qui concerne les familles de migrants séparés sous l'ère Donald Trump. Ils pourraient recevoir une compensation financière d'après les dernières déclarations du président américain Joe Biden qui s'est dit être favorable à cette option pour les familles de migrants ayant perdu leurs enfants en raison de la politique migratoire de tolérance zéro mise en place par son prédécesseur Donald Trump. Le président démocrate a promis une politique migratoire plus humaine. Au Brésil, 21 scientifiques auxquels avait été décernée l'une des plus hautes distinctions du pays, l'Ordre national du mérite scientifique, ont finalement refusé leur médaille. Ils reprochent au président Jair Bolsonaro d'avoir évincé 2 de leurs collègues de la liste des lauréats dont les travaux déplaisent apparemment au gouvernement.
Direction l'Australie, où le gouvernement a décidé de ne pas abandonner la production de charbon, et cela après avoir rejeté un accord visant à abandonner progressivement ce combustible fossile polluant afin de limiter le changement climatique. Le ministre des Ressources australien, Kate Pitt, a déclaré que l'Australie ne fermera pas ses mines de charbon ni ses centrales. Et puis, ce constat alarmant dressé par le Programme alimentaire mondial. Au total, 45 millions de personnes sont menacées par la faim dans le monde. Une situation inquiétante dans 43 pays de la planète. C'est 3 millions de plus qu'au début de l'année. En cause, notamment la situation en Afghanistan où le PAM apporte une aide à presque 23 millions de personnes. Des dizaines de millions de personnes donc sont au bout du gouffre. Les conflits, le changement climatique ou encore le Covid-19 ont augmenté le nombre de personnes en situation de famine aiguë, a déclaré le directeur exécutif du PAM, David Beasley. Quelques 200 000 visiteurs sont attendus à la 23e édition du Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics, Batimatech. Il a ouvert ses portes ce dimanche au Palais des Expositions à Alger. 700 exposants, dont 200 sociétés étrangères en provenance essentiellement de Turquie, Italie, Espagne ou encore France, sont présentes. Amel Meziane. Malgré une interruption à cause de la situation sanitaire mondiale, le salon Batimatech, important rassemblement professionnel du secteur des bâtiments à l'échelle continentale, revient en force. Toutes les branches du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics y sont représentées, suscitant ainsi un grand intérêt de la part des professionnels et du grand public. Pour la première fois depuis 2021, après l'annulation des 2 dernières éditions pour cause de crise sanitaire, on revient cette année célébrer cette exposition qui est évidemment très importante. 700 exposants de nombreux pays étaient au rendez-vous aujourd'hui pour cette Batimatech. Nombreuses entreprises algériennes sont aussi présentes. Ajoutez à cela les environ 400 exposants qui ont tout notre soutien. Avec la participation de plus de 700 exposants, dont 200 sociétés étrangères en provenance essentiellement de Turquie, Italie, Espagne, Portugal et la France, le produit algérien est convoité, d'autant plus qu'il requiert les normes internationales, confirme le ministre de l'Habitat. Nous avons eu le plaisir aujourd'hui d'apprécier le produit algérien qui concurrence les produits venus d'ailleurs. On n'a pas de quoi rougir de ces produits qui peuvent être exportés vers le monde entier. Plusieurs de ces entreprises algériennes ont d'ailleurs déjà procédé à l'exportation vers des pays africains ainsi que des pays européens, ce qui prouve que le produit algérien est aux normes internationales. Dans un contexte de relance économique, dans notamment le secteur de la construction, véritable locomotive de développement, le produit local va bénéficier des subventions de l'État pour l'exportation vers l'étranger. J'ai eu des discussions avec le ministre du Commerce sur la question d'exportation. Pour le moment, on est au stade de l'autosuffisance en matière de matériaux du bâtiment, que ce soit le ciment, le fer, la céramique ou bien d'autres produits du secteur de la construction. Nous espérons maintenant envahir le marché extérieur. Beaucoup de facilitations sur lesquelles a parlé le ministre du Commerce à l'image de celle de la subvention de l'État à hauteur de 50% pour le transport des produits algériens vers l'étranger, et ce pour inciter les producteurs algériens à conquérir le marché extérieur. Ce salon est l'occasion propice pour les professionnels de bénéficier de nombreux contacts ainsi que de se faire la promotion. Il laisse aussi les participants très ambitieux en ce qui concerne l'exportation de leurs produits. Du sport à présent, mauvaise nouvelle pour la sélection algérienne à moins de 5 jours avant d'affronter le Djibouti en match de la 5e journée du groupe A qualificative à la Coupe du Monde Qatar 2022. Youssouf Attal vient de déclarer forfait en raison d'une blessure. Le sélectionneur national Djemal Belmadi s'est vu obligé de convoquer Hossein Benayada pour pallier à son absence, blessé hier soir en match de championnat avec son équipe de l'OGC Nice opposé à Montpellier. Youssouf Attal a dû céder sa place à la 58e minute de la rencontre. Il s'agit de la 12e blessure depuis qu'il évolue à Nice. Et puis cette belle image à présent
Et puis cette belle image à présent, l'amour d'une mer est plus profond qu'un océan. Saïd Benrahma, le joueur de West Ham, n'hésite pas à le montrer. Vainqueur face au Liverpool, 3-2 et monte sur le podium de la Première Ligue. Saïd Benrahma a donc décidé de communier cette belle victoire avec sa tendre maman. Je vous laisse apprécier ces belles images. Voilà, c'est avec ces belles images qu'on arrive à la fin de cette édition. Prochain rendez-vous de l'actualité, 19h avec Fatma Mehdi.